Bonjour Frédéric Moignet, vous êtes cosmochimiste à l'Institut physique du Globe de Paris. Alors dans le cadre des 50 ans, l'anniversaire des 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, on va vous poser évidemment plein de questions sur la Lune, ce qu'on sait dessus, et puis quel a été le retour des missions Apollo. Alors justement, une première question assez large. Quel a été l'apport, de façon générale, des missions Apollo vis-à-vis de notre vision et de notre compréhension de la Lune? Bonjour. Donc oui, les missions Apollo ont complètement révolutionné la vision qu'on avait et qu'on a de la Lune, de sa formation, de sa composition, de son origine. Donc il y a un avant et un après Apollo 11. Donc par exemple, une avancée majeure, c'est sur l'origine de la Lune. Suite aux missions d'Apollo, on a eu des échantillons, et de ces échantillons, de leur composition, tout simplement la composition chimique de ces roches, a permis d'invalider toutes les théories de formation de la Lune qu'il y avait avant le retour des échantillons. Et c'est ce qui a mis en avant cette théorie qui est la numéro 1 maintenant, qui est celle de l'impact géant, qui n'était pas du tout considérée avant 1969 et qui, dans les années 70, est apparue. Et tout ça est basé sur la mesure de la composition des échantillons. Une deuxième avancée majeure, c'est sur l'âge de la Lune. Évidemment, avant Apollo, on n'avait pas d'échantillons, donc on n'avait aucune idée de l'âge que pouvait avoir la Lune. La datation des échantillons d'Apollo a montré que la plupart des échantillons étaient très anciens, beaucoup plus anciens que les plus vieilles roches terrestres. Et donc, l'idée d'avoir des échantillons aussi anciens sur notre satellite a permis de montrer que la Lune avait été formée en même temps que la Terre, ou juste après la Terre, et donc aussi changer l'idée qu'on avait de est-ce que c'était arrivé un satellite qu'on avait par exemple qui est arrivé plus tard, donc ça a complètement révolutionné notre idée. Vous avez parlé des anciennes théories de formation de la Lune notamment, qui ont été donc complètement rayées en fait avec l'arrivée des premiers échantillons. C'était quoi ces théories? Alors, les théories qui étaient une théorie qui était, on va dire, je pense la principale, c'était que soit la Lune avait été captée par la gravité de la Terre, donc la Lune n'aurait eu aucune relation, on va dire, chimique avec la Terre, parce qu'on a vu très rapidement que la Lune était quasiment identique à la Terre en termes de composition chimique, donc on peut déjà quasiment rayer cette hypothèse-là. Une autre hypothèse était que la Lune avait été formée en même temps que la Terre, donc il y a 4,6 milliards d'années, des mêmes matériaux, mais il se trouve que la Lune a quand même des différences chimiques avec la Terre qu'on ne peut pas expliquer de cette façon-là non plus. Et donc les deux théories majeures qui étaient ces deux théories-là ont petit à petit disparu. Et la théorie qui permet d'expliquer donc, tout ce qu'on connaît sur la chimie plus la physique du système Terre-Lune nous a mené à développer ces modèles, parce qu'il y en a plusieurs, on va dire, qui sont basés sur un impact géant, c'est-à-dire qu'il est arrivé après que la Terre était déjà formée à 80%, 90%. On a un impact géant qui est venu taper dans la Terre, et une partie du matériel qui a suivi cette collision a formé la Lune. Donc ça permet d'expliquer la dynamique du système Terre-Lune, encore une fois. La similarité chimique et isotopique de la Lune dans la plupart des éléments, mais aussi les différences. Ces différences qui ont été remarquées avec le retour des échantillons d'Apollo, une différence majeure est que les échantillons lumière sont très secs. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'eau, il y a très peu d'éléments dits volatiles comparé aux roches de la surface de la Terre. Donc pour expliquer cette sécheresse de la Lune, on a besoin d'un processus pour sécher le matériel, et donc un impact qui a réchauffé à plusieurs milliers de degrés est un mécanisme viable pour assécher la Lune. Quel est l'intérêt d'avoir ramené autant d'échantillons de la Lune? Est-ce que les échantillons en fait, de Apollo 11 n'auraient pas suffi à obtenir en fait, le même résultat pour avoir cette théorie aujourd'hui? Alors, autant, je dirais qu'il n'y en a pas assez, mais ils ont ramené 382 kilos entre les 6 missions Apollo. Je crois qu'Apollo 11, c'est une vingtaine de kilos, peut-être 25 kilos. Mais tout ce matériel, que ce soit de 11 à 17, couvre moins de 1% de la surface de la Lune. Donc, je dirais qu'une des faiblesses à l'heure actuelle, c'est en essayant de comprendre la composition de la Lune, c'est qu'on n'a pas assez d'échantillons. C'est comme si sur Terre, on essayait d'échantillonner à 6 endroits aléatoires la composition de la Terre, on serait complètement dans les choux.
Bon, la Lune, c'est plus simple, on va dire, la géologie de la Lune est beaucoup plus simple que celle de la Terre, mais il reste beaucoup quand même d'inconnus et beaucoup de discussions sur déjà la composition de la surface, et puis tout repose, si on veut comprendre la Lune, aller de la composition de la surface à la composition de l'intérieur. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir une idée globale de la Lune, qu'on commence à voir, mais il nous manque quand même beaucoup d'inconnus. On ne connaît rien sur la face cachée de la Lune. On ne connaît pas la composition des pôles, ce qui est quelque chose qui va être très intéressant si on discute de l'eau sur la Lune. Et même la plupart des missions Apollo sont allés dans des endroits qui sont ce qu'on appelle des surfaces vieilles, qui sont très cratérisées. Donc on a peu d'échantillons, pas d'échantillons d'endroits qui ont l'air d'avoir beaucoup moins de cratères. Et donc d'où des intérêts de missions dans ces endroits-là. Par exemple, les missions chinoises qui vont se dérouler cette année, qui vont re-ramener 2 kilos d'échantillons de la Lune, vont aller échantillonner ces endroits qui sont a priori plus jeunes que ce qui a été ramené par les missions précédentes. Alors, vous avez parlé donc de cette théorie de l'impact géant. Quel est l'état de nos connaissances aujourd'hui sur la Lune? En fait, cette théorie de l'impact géant est encore cantonnée à l'état de théorie. Comment est-ce qu'on pourrait avoir plus qu'une théorie, une vraie assurance en fait, de ce qui s'est passé dans l'histoire de la Lune? Une assurance, on n'aura jamais une assurance. Une théorie est, on va dire, un scénario qui explique la totalité des observations qu'on peut avoir. Donc ça restera toujours, on ne pourra jamais, au-delà d'une théorie, on ne pourra jamais revenir pour avoir une assurance, il faudra revenir 4,6 milliards d'années ou 4,5 milliards d'années en arrière. Donc la théorie a encore encore des faiblesses qui n'expliquent pas tout. On ne peut pas expliquer encore, par exemple, la composition exacte, fine de la Lune. Avec les développements techniques qui sont déroulés dans les 20 dernières années, on a découvert des nouvelles finesses sur la composition de ces roches lunaires. On a découvert qu'il y avait un petit peu d'eau. Donc il faut pouvoir expliquer pourquoi on a quand même gardé un petit peu d'eau dans ces roches lunaires. Quand je dis un petit peu d'eau, en fait, on ne sait pas exactement la quantité d'eau, mais il y a un petit peu d'eau. Expliquer aussi le fait qu'on ait trouvé qu'il y avait des petites différences isotopiques entre la Lune et la Terre. Donc, toutes ces nouvelles, on va dire, découvertes permettent de raffiner ces modèles d'impact géant et de les modifier un petit peu. Mais au premier ordre, je pense qu'on a quand même une bonne idée de comment a pu se former le système Terre-Lune et qui n'a rien, on va dire, de choquant dans l'idée d'un scénario de formation de planètes avec des impacts, quelques impacts géants. À la fin, on peut imaginer l'impact géant de la formation de la Lune comme étant le dernier phénomène de formation de la Terre, c'est-à-dire le dernier impact qui a permis de former la Terre comme on la connaît à l'heure actuelle. S'il fallait retourner sur la Lune, quel travail en particulier il faudrait accomplir là-bas? Vous parlez de travail humain ou robotique? De travail humain, notamment. Parce qu'au niveau échantillonnage, donc comme je vous disais, il y a une mission chinoise qui va se dérouler cette année, qui va envoyer un robot, donc c'est pas l'humain, qui va retourner échantillonner la Lune. Donc, pour échantillonner la Lune, donc au niveau robotique, des missions sont prévues. L'humain a l'avantage de pouvoir observer le terrain, de pouvoir avoir une connaissance du terrain qui permet d'échantillonner en direct, ce que ne peut pas toujours faire un robot. En parlant de ce qui doit être fait dans le futur, on va dire qu'une des priorités est d'aller au pôle. Parce que si une des idées dans les 10 prochaines années serait de construire une base à la surface de la Lune, il va être nécessaire de vraiment pouvoir quantifier cette quantité d'eau qu'on a sur la Lune. Et donc aller au pôle où on sait qu'il y a de l'eau, on ne sait pas exactement, encore une fois, la quantité totale, la pureté de l'eau, devrait être et sera très probablement une des priorités de l'exploration de la Lune. Ensuite, savoir étudier, si on veut étudier l'intérieur de la Lune, tous les échantillons qui ont été ramenés par les missions Apollo ou par les météorites sont tous des échantillons de la surface de la Lune, ce qu'on appelle la croûte. On a ce qu'on appelle des basaltes, des échantillons des hauts plateaux, qui sont de la northosite. Ces échantillons-là sont les surfaces de la surface. On n'a aucun échantillon qui vient du manteau de la Lune comme on aurait des échantillons du manteau terrestre.
Et il y a certains cratères sur la Lune qui sont très profonds et qui ont possiblement, qui contiennent des échantillons de l'intérieur de la Lune. Et donc une aussi des priorités scientifiques est d'aller échantillonner ces cratères pour essayer de comprendre mieux de quoi la Lune est formée et ce qu'il y a à l'intérieur de la Lune. Alors, on reçoit aussi naturellement des échantillons de la Lune suite à des impacts que la Lune subit. Est-ce que parmi ces échantillons, il n'y aurait pas des informations concernant justement l'intérieur en fait, de la Lune? Malheureusement, non. Les météorites apportent beaucoup d'informations complémentaires des missions Apollo. Comme je vous disais, les missions Apollo couvrent moins de 1% de la surface de la Lune, donc on a une vision assez limitée. Les météorites ont le défaut que on ne connaît pas leur origine exacte lunaire, mais a priori elles viennent d'endroits différents des échantillons d'Apollo. Donc elles donnent une vision complémentaire d'endroits de la surface de la Lune. Toutes les météorites lunaires qu'on a sont soit des basaltes comme des mers, comme les basaltes ramenés par les missions Apollo, soit des échantillons des hauts plateaux, comme certains échantillons d'Apollo, soit, et c'est la plupart des météorites, sont ce qu'on appelle des brèches, sont des mélanges de ces échantillons. Donc on a un mélange d'échantillons des hauts plateaux et de basaltes ensemble. Aucun échantillon n'a été excavé et provient de l'intérieur de la Lune jusque-là. Parce que les météorites n'ont pas été suffisamment grosses pour prendre Parce du que matériau. Les impacts n'ont pas été suffisamment gros pour ceux, en tout cas, qui nous ont ramené du matériel qu'on a trouvé jusque-là, pour aller creuser suffisamment en profondeur. Donc en fait, une des prochaines missions humaines, si on devait retourner sur la Lune, ça serait vraiment de creuser l'intérieur. Creuser, mais c'est comme creuser l'intérieur, c'est compliqué. Donc c'est l'avantage d'aller directement dans des creux qui ont été faits par des impacts, donc aller à l'intérieur de ces bassins pour aller essayer de trouver dans ces bassins du matériel mantélique lunaire. Comment, à partir de simples cailloux, est-ce qu'on peut expliquer en fait autant de choses? Comment, à partir de sa simple composition, on peut dire alors il y a eu un impact géant il y a 4 milliards d'années, et puis il s'est passé ça, des épanchements basaltiques, etc. Comment est-ce que ces petits échantillons peuvent nous indiquer autant de choses? À partir de plusieurs échantillons, on peut faire beaucoup de choses. On peut déjà les dater. Donc dater un échantillon, on a besoin de quelques grammes d'échantillons. Et dater l'échantillon donne déjà beaucoup d'informations sur l'histoire de la surface de la Lune. Et lors des missions Apollo, donc il y a eu des échantillons qui ont été faits, échantillons qui ont été faits dans des surfaces d'âge différents, c'est-à-dire plus ou moins cratérisées. Et en comparant l'âge des roches qui ont été ramenées dans ces différents cratères, permet d'établir une relation entre l'âge de la surface, c'est-à-dire le nombre de cratères, la densité de cratères à la surface, et l'âge des roches. Et donc cette calibration, déjà, est extrêmement importante dans tout ce qu'on peut faire dans le système solaire par observation. C'est-à-dire qu'on a, et là il y a une hypothèse derrière, c'est qu'on a la même histoire d'impact dans le système solaire, mais on a, à partir d'une densité de cratères, remonté à un âge, si vous voyez, de la surface. Donc dater quelque chose déjà de très important et cette méthode de datation de roches, qui maintenant est quelque chose d'assez commun dans les laboratoires de géologie, est quelque chose qui a vraiment été développé suite aux missions Apollo. C'est-à-dire que les laboratoires américains et européens se sont mis à développer ces techniques de pointe pour dater les roches en prévision des missions Apollo pour pouvoir dater ces échantillons lunaires. Et dès que les échantillons ont été ramenés, une des premières choses qui ont été faites, c'était de les dater. Et donc voir qu'on a des échantillons lunaires qui vont de 4,4 milliards d'années à 3, et quelques milliards d'années, montre qu'on a quand même une gamme d'âges différents. Et on voit qu'on a du volcanisme qui est arrivé sur la Lune des centaines de millions d'années après la formation de la croûte lunaire. Donc à partir de là, on peut établir une histoire, si vous voulez, de la surface, de ce qui s'est passé à la surface de la Lune. Ensuite, des techniques légèrement différentes qui vont juste de mesurer la composition chimique de la Lune, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a de magnésium dans la roche, combien est-ce qu'il y a de fer, combien est-ce qu'il y a de potassium, permet de comparer cette composition de la surface de la Lune avec la composition qu'on connaît relativement bien de la Terre. Et donc comparer les deux donne déjà beaucoup d'informations, on va dire, très simple de comprendre le mécanisme de formation de ces roches. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que ça vient de la même source? Et à partir de là, aussi très rapidement, dans les années 70, on s'est aperçu, comme je le mentionnais avant, qu'une très grosse différence entre une roche lunaire et une roche terrestre, on va dire un basalte lunaire
et un basalte terrestre, qui à l'œil ressemble serait identique, et que le basalte lunaire a très peu d'hydrogène et a très peu de ce qu'on appelle des métaux volatiles, c'est-à-dire le sodium, le potassium, le zinc, est appauvri d'un facteur 100 dans une roche lunaire par rapport à une roche terrestre. Et c'est aussi appauvri par rapport à quasiment tout ce qu'on peut connaître du système solaire, c'est-à-dire des météorites qui viendraient de la ceinture d'astéroïdes, des météorites martiennes qu'on a découvertes plus tard, mais qui sont aussi différentes. Les échantillons lunaires sont vraiment particulièrement secs. Et donc à partir de là, on a établi des théories pour essayer d'expliquer comment est-ce que la Lune s'était appauvrie dans ces éléments volatiles. Et donc ça, c'est à partir de mesures assez, dire, qui ont été faites il y a déjà une trentaine, quarantaine d'années. Et un avantage de ce retour d'échantillons, c'est d'avoir pu conserver les échantillons 50 ans. Sur les 380 kg qui ont été ramenés par les différentes missions Apollo, il reste plus de un peu moins de 300 kg intacts qui n'ont jamais été touchés depuis le retour des échantillons. Donc à peu près 80 kg ont soit été donnés à des gouvernements, soit ont été donnés à des scientifiques qui les ont soit détruits pour faire des expériences, soit modifiés, mais donc ils sont plus primitifs. Il reste encore beaucoup d'échantillons qui ont été conservés à Houston dans des conditions très contrôlées, qui ont permis et qui permettent, et qui vont permettre encore pendant des dizaines d'années, de faire des nouvelles découvertes sur la Lune, grâce à l'avancée des nouvelles technologies, on va dire, analytiques. Donc continuer comme ça pendant des dizaines d'années. Donc, notamment, je pense, une des très grosses découvertes qui a été faite dans les dernières années, et la découverte que finalement il y avait un peu d'hydrogène dans certains minéraux lunaires. Et la découverte de cette eau dans certains échantillons lunaires qui n'était pas possible il y a 20 ans de cela, a relancé toute une théorie que la Lune avait en fait de l'eau à l'intérieur. Comme je disais, on connaît la surface, on ne connaît pas l'intérieur, et qu'il y avait peut-être en fait à l'intérieur de la Lune un peu d'eau. Combien on s'est débattu, mais il y a un petit peu d'eau à l'intérieur de la Lune. Et donc le fait qu'il y ait un peu d'eau à l'intérieur de la Lune relance l'idée que la Lune n'est pas si sèche, et donc on peut peut-être exploiter aussi l'hydrogène de la surface lunaire, qui permettrait de faire de l'eau, donc pour alimenter une base lunaire, pour respirer, pour se laver, pour boire. Donc tout ça, c'est des choses qui ne seraient pas possibles de faire sans ce retour d'échantillons. Alors justement, vous avez des échantillons, vous avez quelques échantillons de la mission Apollo 11, et aussi une météorite lunaire. Alors, si on regarde par exemple cette météorite lunaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce qu'on peut y voir en fait? Donc là, on a une météorite lunaire, qui est, ce que je vous parlais précédemment, c'est une brèche. Donc c'est un mélange de matériel qui était à la surface de la Lune. Et si vous regardez la météorite, donc là on voit que c'est une météorite parce que c'est lors de l'entrée du caillou dans l'atmosphère terrestre, le caillou a brûlé, on voit ce qu'on appelle la croûte de fusion, qui est typique de la plupart des météorites. Donc les cailloux coupés en deux, et donc là on voit l'intérieur de la roche. Et à l'œil, ce qu'on voit déjà, c'est quelque chose qui est assez typique de ces météorites lunaires, on voit qu'il y a des parties qui sont claires, qui sont blanches, et des parties qui sont plus sombres. Et ce qu'on voit, les parties claires, en fait, là-dessus, on a dans la main un échantillonnage de la surface de la Lune, parce que les parties claires représentent, quand vous regardez la Lune, les parties blanches de la Lune, qui sont ces hauts plateaux, qui sont ces minéraux très riches en calcium, et les parties plus sombres représentent les mers, qui sont des basaltes, les basaltes lunaires, qui sont les parties plus sombres quand vous regardez la Lune, qui sont plus jeunes que ces parties blanches, qui sont les échantillons, qui est la croûte primordiale, qui représente la croûte primordiale de la Lune, qui a 4,4 milliards d'années. Et donc uniquement à partir de cet échantillon, si on prend cet échantillon et qu'on en fait une petite tranche et qu'on va dater les parties blanches et les parties sombres, on verra qu'il y a une différence de centaines de millions d'années entre les deux. Et donc à partir de là, on peut déjà pour faire une petite histoire de la Lune. Donc là, on a un échantillon qui est donc représentatif de la surface de la Lune. Le fait que ce soit une brèche et que les différentes parties ne proviennent pas du même endroit, on perd évidemment une information qui est primordiale, qui est la géologie, qui est quand même une des forces des missions Apollo. Mais on a un échantillonnage qui n'a pas été ramassé, qui est unique dans chaque échantillon. Et qui permet aussi d'avoir, vous voyez que l'échantillon est assez gros, qui nous permet, nous, scientifiques,
d'avoir des échantillons, en particulier ce qu'on fait nous ici à l'Institut de physique du globe, qui est précisément destructif, qui nous permet de travailler sur des échantillons plus gros que ce qu'on pourrait avoir via les échantillons stockés par la NASA pour faire nos mesures. Et, alors vous avez dit que c'est une brèche, donc il y a en même temps un mélange de haut plateau et aussi un mélange de mer. Ça veut dire que la météorite à l'origine de la collision qu'il y a eu à la base sur la Lune, qui est à l'origine de cette petite météorite qui nous tombe dessus, a atteint en même temps en fait, des zones de mer et en même temps des zones de haut plateau. C'est-à-dire que la Lune est couverte par ce qu'on appelle le régolithe. C'est-à-dire que la Lune, comme elle est impactée, quand elle est toute cratère, elle est recouverte de cratères, des impacts à la surface de la Lune en permanence depuis 4,4 milliards d'années. La surface est recouverte de ce sol qui est un mélange donc, de sol très très fin et puis de boue, de mer et de haut plateau. Et donc lors de l'impact qui a eu lieu dans ce sol, on a aggloméré des bouts de roche qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, qui ont été ensuite éjectés et qui sont retrouvés sur la Terre. Une dernière question, vous avez parlé tout à l'heure des missions chinoises, notamment qui vont sur la face cachée de la Lune. Quel est l'intérêt en fait, d'aller voir cette face cachée? Est-ce qu'elle a plus d'intérêt, moins d'intérêt? Est-ce que c'est un intérêt différent? Elle est différente. Elle a une composition différente. Une des questions, c'est de comprendre pourquoi la face cachée a une composition différente que de la face visible. On n'a aucun échantillon pour l'instant, donc on n'a pas d'âge, on n'a pas encore une fois de composition chimique fine de cette face cachée. Par les missions chinoises, donc les Chinois ont posé un appareil sur la face cachée cette année. Pour les retours d'échantillons, il n'y a pas encore de mission de retour d'échantillons de la face cachée. Cette année, ça sera la face visible. Et dans le futur, peut-être la face cachée, peut-être l'épaule, mais je ne pense pas qu'il y ait de décision qui ait été faite de ce côté-là. Mais évidemment que le retour d'échantillons de la face cachée nous permettrait d'avoir une vision donc, un peu plus globale de la composition totale de la Lune.